Bien, bonsoir à toutes et tous. Heureux de se retrouver. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas pu faire une soirée comme celle-ci. En plus, là, on a une exposition d'exception, unique au monde. Elle a tourné juste en France, à Fos-sur-Mer, à côté de Marseille. Donc voilà, une collection comme celle-ci, elle est unique parce qu'aujourd'hui, elle est presque complète. Il manque encore 5 sculptures qui vont arriver bientôt. Cette exposition est proposée par Jean-Michel Gassin et Claudine Lay, qui est une Lodévoise, que je connais depuis longtemps, qui est une amie de Jean-Michel. Alors cet homme, il a vécu dans le monde entier. Il s'est fait accepter notamment auprès des Indiens d'Amazonie, au Pérou, en se conformant à leurs traditions et leur culture. Il a révélé ces êtres humbles qui travaillaient depuis toujours dans l'ombre de la forêt tropicale menacée. Il les a mis en lumière à la canopée et en faire des artistes à ce jour reconnus dans le monde entier. Ces protecteurs respectant depuis toujours la nature en utilisant uniquement des bois morts ou déracinés par les crues pour créer des œuvres évoquant leurs croyances ancestrales aux déesses et aux dieux. Maintenant, la question que nous nous posons tous, mais que sommes-nous venus faire dans cette galerie ? Et il va être question, puisque c'est le sujet un peu provocateur de la conférence, il va être question de chamanisme. Et pourquoi ? Parce que nous avons les derniers peuples qui sont en train de disparaître, les derniers peuples de la Terre, qui s'intéressent au monde des esprits. Voilà. Il est clair que ce que les chercheurs russes du XVIIe siècle, qui ont commencé à étudier ces traditions autour des esprits, et qui ont appelé ça chamanisme, hein, c'est un mot qui existait sous une autre version, que personnellement je préfère. À peu près à la même époque, on a créé le mot animisme, parce qu'on a essayé de regrouper toutes ces traditions en fait diverses sous une appellation. Et donc animisme, pour moi, ça me parle plus parce qu'il est question d'animal, d'animé, d'âme. Et je trouve que c'est vraiment, ça correspond bien à ces pratiques anciennes. Dans ces pratiques anciennes, il y a le culte des esprits, et c'est ce que vous êtes venus voir dans cette exposition, mais c'est aussi ceux qui résonnent au fond de notre mémoire collective, c'est-à-dire dans notre inconscient. Il y a ce peuple des esprits, bien que nous soyons devenus extrêmement cartésiens, que nous ayons fait des choix très différents, en tout cas de nous éloigner des traditions de nos ancêtres. Eh bien, pendant des dizaines de milliers d'années, le cerveau s'est formé avec cette présence des esprits. Et quand je parle de présence, je pèse bien mes mots, car tous les anciens et tous ces peuples de la Terre qui ont ces cultes disent bien que ce sont des êtres vivants qu'ils perçoivent. Donc les sculptures que vous voyez représentées ici, en fait, ne sont que les émanations d'esprits vivants perçus encore par les Indiens d'Amazonie et dans d'autres pays aussi. On a encore des souvenirs de ces personnages. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'esprit et qu'est-ce qu'elle porte comme signification? Parce que nous, évidemment, on nous a bien expliqué que tout ceci, c'était des histoires de bonnes femmes, vous voyez ce que je veux dire, par rapport au mépris qu'on pouvait porter à la fois aux femmes et aux histoires. Et donc, on nous a expliqué que ça n'existait pas. Et on peut voir les choses comme ça, effectivement, on peut voir les choses comme ça, on peut voir les choses de plein de façons différentes. Il n'empêche que nos ancêtres ont tous honoré les esprits parce qu'ils ont perçu, en fait, des intelligences dans la nature. Alors il y a différentes sortes d'esprits, je ne vais pas m'étendre sur la question, je vais
rester dans un premier temps sur les esprits de la nature, puisque c'est eux qui sont représentés dans cette exposition. Et ils ont développé une relation aussi, une relation de respect, parce que les esprits sont comme des voisins, en fait. Il y a on va essayer de respecter ses voisins, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas laisser nos ordures n'importe où. Et donc le monde des esprits, pareil, on va le respecter dans toutes ces traditions anciennes, hein, qu'elles soient d'Asie, d'Afrique, d'Amérique ou même d'Europe autrefois. Il y avait ce respect pour le monde des esprits, mêlé évidemment aussi de crainte et de superstition, ce qui a nui, on peut dire, à cette pensée, en fait, cette pensée animiste. Hein. Donc, animisme et chamanisme. Alors, ce monde des esprits, il est en communication, on peut rentrer en communication avec lui, et donc il y a ces personnes qu'on appelle des chamans ou des guérisseurs, parce qu'eux-mêmes se nomment plutôt des guérisseurs en général, hein, que ce soit en France ou que ce soit en Amérique du Sud ou les hommes médecine d'Amérique du Nord. Donc eux se nomment guérisseurs, curanderos, hein, en espagnol, c'est donc bien guérisseur, curar, c'est guérir. Donc ce sont des gens qui guérissent, des fois avec le curare, qui lui-même a été utilisé d'ailleurs dans la médecine occidentale, comme premier anesthésien. Eh bien, ce chamanisme-là, le chamanisme, on va dire le chamanisme des ancêtres, c'est quelque chose qui est profondément enraciné dans notre mémoire, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a plusieurs formes de mémoire. Il y a des mémoires qui sont de l'ordre de la simple mémoire de notre vie, le souvenir de notre vie, mais on sait maintenant, au moins par la science, qu'il y a aussi des mémoires qui sont véhiculées dans nos cellules, et en particulier par cette molécule d'acide désoxyribonucléique qui porte la trace de nos ancêtres et nous transmet cette trace. Mais je voudrais aller encore plus loin parce que ça nous permet aussi de comprendre certains éléments de l'animisme. C'est que il y a des mémoires, comme vous le savez, il y a des mémoires dans les atomes, puisque c'est ce que vous utilisez dans vos téléphones portables, dans vos ordinateurs. Et votre corps est constitué d'atomes. Et Hubert Reeves vous dira même que vous êtes des poussières d'étoiles, ce qui est tout à fait exact, puisque tous les atomes qui constituent votre corps viennent anciennement d'étoiles. C'est là où se sont formés les premiers atomes. Nous sommes des poussières d'étoiles et potentiellement, ce qui ne veut pas dire que je n'affirme pas que nous portons la mémoire des étoiles, mais potentiellement, nous pouvons nous connecter aux étoiles par l'intermédiaire de cette énergie qui est en nous. Je dis potentiellement parce que c'est ce que font les guérisseurs traditionnels ou les chamans. Hein. Alors bon, je voudrais revenir sur ce mot de chaman 2 minutes pour signaler que il y a une deuxième partie dans ce mot qui est le néo-chamanisme. Hein. C'est-à-dire que le chamanisme actuel ne correspond pas à un chamanisme ancestral, où il correspond peu, où il s'en inspire. Tout ceci a commencé aux États-Unis avec Michael Harner et Castaneda, qui ont été parmi les premiers à développer cette théorie de nouveau chamanisme. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce serait très long de développer toute cette histoire, mais elle se prolonge encore aujourd'hui dans tout ce que vous proposent les néo-chamans, c'est-à-dire les chamans modernes. Hein. Alors, il serait très facile là de dire
ce qui est ancien est vrai et authentique et bon, et ce qui est moderne est faux et mensonge, ce n'est pas vrai. Ne tombez pas dans ce panneau, bien sûr qu'il y a dans le chamanisme moderne des charlatans, des gens qui profitent, qui essayent de nous arnaquer. Bien sûr qu'il y en a, il ne faut pas le nier non plus, en étant très bisounours, c'est-à-dire vivant dans un monde où tout le monde est égaux, tout le monde est gentil. Ce n'est pas le cas, mais je peux vous dire aussi que dans l'animisme traditionnel, il y a aussi ce phénomène, c'est-à-dire que l'homme étant ce qu'il est, eh bien, il peut, avec ses intentions, soit mettre un esprit de guérison, soit mettre un esprit de pouvoir. Et que ce soit dans les traditions anciennes ou dans les traditions modernes, on retrouve ce schéma de fonctionnement de l'être humain. Mais revenons à nos mémoires, à ces fameuses mémoires qui sont inscrites à l'intérieur de nous et que l'on peut faire ressurgir grâce à différents types de pratiques dites chamaniques, qui sont principalement la transe, la méditation, l'utilisation des plantes psychotropes, mais on voit dans toutes les traditions ces phénomènes qui nous permettent de communiquer, par exemple les derviches tourneurs. Si vous voyez le type de chamanisme que c'est, en fait, ce sont des musulmans. Les derviches tourneurs ont été intégrés à la religion musulmane parce qu'il y a eu toute une période où la religion musulmane a intégré, comme les chrétiens aussi, ont intégré les traditions anciennes. Et ensuite, les chrétiens ont coupé le lien avec les traditions anciennes. Vous savez très bien, l'histoire des sorcières qu'on a brûlées. Bon, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et puis de vérité et de contre-vérité, mais je vais continuer sur la lancée de cette intégration qu'ont fait les musulmans à travers les soufis. Ce qu'on appelle les soufis, qui sont des sages musulmans, sont des anciens chamans, entre guillemets, qui sont devenus, qui se sont convertis aux musulmans, mais qui ont gardé leur tradition. Les soufis, c'est intéressant par rapport à la mémoire des atomes qui nous constituent, c'est que eux se relient aux étoiles. Donc à travers la transe qui est provoquée par cette danse absolument fascinante, c'est-à-dire qu'on tourne sur soi pendant des heures, pendant des jours. Et donc voici comment une partie de nos ancêtres ont communiqué avec ces puissances qui sont en nous. Mais d'autres traditions, celles des bouddhistes par exemple, où on vous enferme pendant 3 ans, 3 mois et 3 jours dans une grotte, afin de vous mettre en relation avec toutes ces mémoires qui sont en nous. Donc la méditation est aussi une façon de se connecter à nos mémoires, à tout, en fait, cet univers qui nous peuple. Et là où ça devient intéressant, c'est avec le mot de psyché, parce que psyché, qui, comme vous savez, veut dire un miroir, veut aussi dire l'esprit, en fait. Et donc l'esprit qui nous habite est comme un miroir, en fait, qui fonctionnerait, un miroir de l'univers, un miroir du monde, à l'intérieur de nous-mêmes, et ce sont ce type d'exploration que propose un certain nombre de néo-chamans, mais aussi de traditions anciennes, évidemment. Et les Tibétains, eux, ont trouvé, par l'intermédiaire de la méditation, ce chemin vers toutes ces mémoires intérieures. Et ces mémoires qui ne sont pas forcément toutes sympathiques. Même les Tibétains le savent bien. Alors moi, dans cette exposition, j'ai vu des fois des gens rentrer et partir en courant parce que quelque chose leur faisait peur. Ce qui peut faire peur dans cette exposition ou dans ces mondes qu'ont montré nos ancêtres, les Tibétains, les Hindous, les Égyptiens, il y avait partout des choses qui étaient ténébreuses et qui
faisait peur, en fait, c'est simplement la partie cachée de notre inconscient, de ce que Freud a appelé l'inconscient, c'est-à-dire tout ce que nous avons enfoui, toutes les mémoires que nous avons enfouies en nous, mais qui sont quand même là, et qui sont accessibles, mais qui nous font peur. Parce que dans ces mémoires, il y a des choses comme la mort, et que notre civilisation a installé un tabou très profond sur ce sujet de la mort. On sait que la sexualité, ça s'est un peu libéré dans notre civilisation, quoique c'est pas très intéressant ce qu'on en a fait, mais il y a en nous des énergies, des forces, des puissances, peut-être même, on peut dire, des esprits, selon les traditions anciennes, ou des intelligences, hein, parce qu'un esprit, c'est aussi une intelligence. Ah oui, tiens, alors justement, à ce propos, je voulais vous donner une petite anecdote que je cite souvent dans mes conférences, c'est que quand vous donnez à des scientifiques une poignée de terre, aucun, pour l'instant, hein, mais sûrement encore pour un bon moment, ne pourra les transformer en fleurs, en fruits, en herbes ou en animal. Et pourtant, les hommes qui ont observé la Terre ont perçu en fait que des choses pouvaient naître de cette Terre, de se former, et donc ils ont perçu l'intelligence qui était cachée à l'intérieur de la matière. En fait, cette intelligence, c'est cela qu'ils ont nommé esprit. Comme quoi, c'est quand même un sujet assez intéressant de ne pas mépriser le monde des esprits, parce que le monde des esprits nous habite. Donc si nous méprisons le monde des esprits, ça veut dire que nous méprisons une partie de nous-mêmes. Voilà. Donc on poursuit notre exploration, hein, à la fois notre exploration interne et l'exploration des civilisations qui ont peuplé ce monde. Et bon, les Tibétains, ils ont écrit des choses absolument stupéfiantes et intéressantes et passionnantes. Et voilà, mais je ne peux pas faire une conférence là-dessus. En tout cas, le monde des morts, ils l'ont très bien perçu. Hein. Il y a le Bardo Tolstoï, hein, qui veut dire les états intermédiaires. En fait, comment, à travers la mort, on pouvait traverser un certain nombre d'états. Hein. Ils l'ont décrit, ils ont écrit des livres là-dessus, et ce n'est pas du tout un tabou chez eux. Ils ont exploré, grâce à cette technique de méditation, en fait, qui appliquée dans un cadre de 3 ans, 3 mois et 3 jours, enfermé dans une grotte. Je vous rappelle que c'est les traditions anciennes. Eh bien, quand vous sortez de là, vous avez vu des choses que personne d'autre n'a pu voir dans son esprit. Et donc, vous en rapportez un certain nombre d'informations qu'ils ont consignées dans des livres. C'est très très intéressant. Et ce n'est pas ce qu'ont fait la plupart des traditions, en tout cas des traditions dites chamaniques ou traditions animistes. Elles n'ont pas d'écriture, la plupart. Ce qui fait que l'enseignement appartient à la personne qui est à la fois ce médecin, ce prêtre, ce guide pour un petit groupe ethnique, hein, et que l'on a appelé le chaman. Alors, pour aussi la petite histoire, je vais vous dire que le chaman, en fait, à l'origine, c'est le nom d'un sorcier. Ah oui, parce que alors j'ai prononcé le sorcier, ça y est, j'ai prononcé un gros mot. Donc il faut que j'explique que le sorcier et le chaman, c'est la même chose. Donc ne vous faites pas de film là-dessus. Donc il y a ces sorciers, hein, qui s'appellent des chamans en Asie, dans le nord de l'Asie, quoi, en Sibérie exactement. Et ce mot veut dire, si vous le traduisez, le mot chaman dans cette tradition veut dire quelque chose comme le fou qui danse, le gars qui gigote. Hein, c'est une idée de mouvement. Là, c'est intéressant parce que ça rejoint, on va dire, la tradition de la danse. C'est-à-dire qu'il y a une danse aussi qui provoque une transe, pas chez tout le monde, mais
en particulier chez certains individus qui sont repérés en fait dans les traditions anciennes, où on voyait que les gens étaient prêts à accueillir l'enseignement de l'ancien. À ce moment-là, ils étaient pris en formation. Et donc les chamans, c'est une toute petite tradition du nord de la Sibérie, et ce qui fait que maintenant on appelle tout le monde des chamans, c'est-à-dire que le sorcier africain, ou le guérisseur sud-américain, ou le guérisseur africain et le sorcier sud-américain, parce que voilà, c'est beaucoup plus... Les différences sont beaucoup plus compliquées que ça. C'est-à-dire que le sorcier, c'est quand même quelqu'un qui est spécialisé avec le monde des morts. Hein. Et donc, dans ces sculptures, vous avez un certain nombre de choses qui renvoient à la mort et qui renvoient au voyage. Parce que la mort est un voyage. La mort n'est pas du tout quelque chose de terrible, une fin. Enfin, certains peuvent le penser s'ils veulent, mais personnellement, je ne le crois absolument pas. Après avoir traversé toutes ces expériences, il s'agit en fait d'une expérience, et d'ailleurs le chamanisme, il est question d'expérience du corps, plus que d'expérience intellectuelle. C'est-à-dire ce que nous faisons là, maintenant, dans cette conférence, c'est intellectuel, mais l'animisme ancestral ne nous enseigne pas quelque chose, hein, à part les bouddhistes et quelques rares peuples. Non, en fait, il nous fait pratiquer avec notre corps une expérience qui nous amène dans un état de perception différent. Voilà. Là-dessus arrive l'histoire des plantes qui sont très à la mode en Amazonie en ce moment, et qui sont des psychotropes très puissants, mais qui existent pas seulement en Amazonie. Ça existe dans tous les pays du monde, hein, y compris en Europe, chez nos anciens. Nos anciens utilisaient des psychotropes pour se connecter aux mondes intérieurs. Par exemple, la mamite du mouche est très utilisée dans toute l'Europe jusqu'en Asie. Et c'est pour ça qu'on voit des petits nains dans les films de Walt Disney, parce que Walt Disney lui-même prenait des champignons hallucinogènes. Et petite info en passant. Et donc, c'est assez rigolo, effectivement, mais concrètement, ça nous amène à rentrer en connexion avec des esprits, des petits nains, des elfes, des fées, des choses comme ça. Donc, rien ne vous empêche de faire l'expérience, tout en sachant que là, vous utilisez quand même une voie. Hein, je parle de voix, en fait, de voix de connaissance, des voies de connaissance de soi, une voie qui est très difficile parce qu'elle est apparemment assez facile. Hein, vous prenez une substance, un psychotrope, et vous pensez que ça y est, c'est fait. Pas du tout. Si vous rentrez vraiment dans cette pratique des plantes, sachez qu'il y a beaucoup d'ennuis qui vous attendent. Et que c'est justement votre capacité à dépasser ces ennuis qui feront que vous rentrerez plus profondément dans la connaissance de qui vous êtes. Mais c'est un avertissement à destination de toutes les personnes qui se lancent dans le tourisme des plantes, hein, que ce soit les plantes mexicaines comme le peyote, les plantes sud-américaines comme le toé, l'ayahuasca, que ce soit les plantes africaines comme l'iboga, enfin toutes ces plantes, puisqu'il y en a des centaines, hein, il y a un livre même qui a été écrit par celui qui a découvert le LSD, qui a écrit un livre sur les centaines de plantes qui sont connues dans le monde pour être des psychotropes plus ou moins puissants. Au passage, le cannabis, que beaucoup de Français ont l'habitude de fumer, est un psychotrope qui est utilisé par les soufis, les fameux musulmans, les soufis d'Inde, qui utilisent le cannabis comme une plante sacrée, c'est-à-dire que c'est une cérémonie, et c'est dans le cadre d'une cérémonie que l'on pratique un travail en lien avec les plantes. Tout ça, toujours pour la même raison, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc je voulais quand même glisser cette petite information concernant les plantes. Attention, ce n'est pas anodin, il vaut mieux
se préparer à des choses très difficiles, comme accepter sa propre mort, par exemple, c'est quand même pas quelque chose de simple. Avoir des connexions avec des êtres invisibles, c'est pas évident, parce que quand tout d'un coup vous rencontrez un esprit, hein, comme le font régulièrement les peuples d'Amazonie, en tout cas les guérisseurs, ou tous ces peuples de la Terre, tous ces peuples anciens, quand ils rencontraient un esprit, ils le rencontraient vraiment. Et si vous vous lancez dans une expérience où vous allez rencontrer des esprits que vous ne connaissez pas, ça risque de vous poser un certain nombre de problèmes, d'autant plus que certains esprits ne sont pas commodes, comme vous pouvez le voir dans les sculptures qui sont ici. Et comme vous pouvez le voir aussi dans les peintures tibétaines, et comme vous pouvez le voir en Égypte ancienne, ou dans tous ces peuples qui ont laissé des traces, ou sur les cathédrales. Hein, je vous rappelle que les cathédrales en France étaient peintes avec des couleurs très criardes, donc peut-être pas tout à fait les mêmes que celles-là, mais en tout cas très bleues, très rouges, très jaunes, des choses. Voilà, toutes les églises, les cathédrales, il en reste encore quelques-unes qui sont peintes, quoi, et on fait des projections parce que il y avait ce désir de retranscrire quelque chose de très important, c'est de retranscrire le monde du rêve dans une certaine réalité. C'est pour ça que dans ce monde du rêve, il y a des couleurs très très vives. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous entraîner au rêve, à l'exercice du rêve, mais vous voyez des images très colorées, vous n'avez pas besoin de prendre des psychotropes. C'est des expériences relativement simples à faire où on pratique ce qu'on appelle le rêve éveillé, par exemple. Et on peut voir des images très colorées. Et ces couleurs, on les retrouve, en fait, les couleurs des visions, on les retrouve dans ces sculptures. C'est pour ça qu'on appelle cet art l'art visionnaire, c'est-à-dire que c'est la transcription de nos visions, la transcription de nos rêves par des artistes qui nous permettent de voir ce que eux perçoivent dans leur vision. Donc si vous avez des questions par rapport au monde des esprits, si vous avez des questions par rapport à l'animisme, à ces pratiques ancestrales assez bizarres, allez-y, c'est le moment. La question, c'est par rapport aux yeux. Vous cherchez à regarder le monde des esprits, mais en échange, le monde des esprits est autorisé à vous regarder. Et donc dans vos visions, il y a beaucoup et dans les teintures aussi amazoniennes, ou d'autres pays, il y a ces yeux qui nous regardent et qui indiquent la présence d'autres intelligences. Alors, ne vous inquiétez pas sur la présence d'autres intelligences. D'abord, extrêmement peu d'intelligences sont agressives, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il n'y a pas de communication entre notre monde et le monde des esprits. Ça reste dans le domaine du rêve, principalement. Même si, à certains moments, vous pouvez les voir comme je vous vois, ça peut arriver. Ce sont quand même des projections qui peuvent être à la fois liées à notre inconscient, en même temps à notre symbolique, parce qu'on ne percevra pas tout à fait les mêmes esprits en fonction de notre culture. Mais donc il y a quelque chose qui tient de l'ordre du symbole, de l'imaginaire, du magique aussi, mais qui tient aussi à une certaine réalité. C'est que les plantes, les arbres ont aussi un esprit, même si ce n'est pas le même que celui des humains, qui est très très différent. Et donc ils peuvent être amenés, si nous souhaitons les voir, ils peuvent être amenés aussi à nous regarder. Et c'est à ce moment-là que l'on a ces visions des yeux qui nous regardent. Pour ce qui est de la question des sculptures, en fait, c'est mon idée à l'origine. Donc ça n'a rien de traditionnel, d'ancestral, de choses comme ça. C'est juste que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de panthéon en Amazonie, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune représentation, ni des esprits, ni des dieux, ni des déesses comme Yemanja, Yakuruna. Là, on n'a pas de représentation, et donc je souhaitais
pour remercier la forêt de tout ce qu'elle m'avait apporté, parce que je suis un amoureux de la forêt primaire depuis très très longtemps. Et je souhaitais remercier la forêt, donc je me suis dit quoi de mieux pour la remercier que de la faire apparaître dans notre civilisation avec des représentations qui pouvaient rentrer dans les musées ou que tout le monde pouvait voir ou sur lesquelles on pouvait reconnaître la valeur de ces civilisations, de ces peuples en tout cas qui vivent dans la forêt et qui ne sont pas du tout des primitifs comme on le croit, mais qui sont des humains tout comme nous, avec le même niveau d'intelligence et pas du tout le même regard sur le monde. C'est tout. Donc ça permettait en fait au monde occidental de rencontrer le monde de ses ancêtres, en même temps que des ancêtres de la planète. Voilà, donc c'était mon idée un peu farfelu, mais quand même, comme j'ai mis beaucoup de soins et j'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé, et comme j'en ai rencontré ici à l'ODEF, qui m'ont aidé pour monter cette exposition. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu demander aux artistes déjà de donner une représentation de leurs rêves à partir de deux techniques, une technique de sculpture qui existait en Amazonie, qui était un gars qui s'était mis à représenter les esprits en sculpture, comme ça, sur des racines. Donc j'avais vu ça, et j'avais vu aussi un ancien guérisseur qui peignait ses visions et qui avait monté une école de peinture pour les jeunes avec l'aide d'un universitaire argentin qui s'appelle Eduardo Luna. Et donc, Pablo Amaringo, qui est venu en France et tout, et qui maintenant est mort depuis quelques années, 6 ans je crois, a été le premier à donner ces couleurs, à donner cette impulsion qui permettait de représenter en fait le monde des visions des peuples d'Amazonie. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Jean-Christophe, si tu veux bien éteindre les lumières. Je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant et que vous allez rentrer encore plus profondément dans le monde du rêve grâce à ce petit artifice. Voilà, donc là, vous avez à la fois ce travail de représentation du rêve qui est mis en valeur par le don des artistes, en fait. Donc ces artistes sont absolument remarquables. J'ai mis un certain temps à les sélectionner, à les réunir. On a discuté très longuement sur les systèmes de représentation, la façon d'adapter une peinture amazonienne qui était en 2 dimensions, en 3 dimensions, la manière de représenter la formation du rêve, en fait, telle qu'il se présente dans notre psyché. Et vous avez pu admirer un peu le travail qui est avec cette peinture. C'est pas de la peinture d'Amazonie, vous avez bien compris, mais les artistes, au début, je voulais que ce soit des peintures naturelles, et ils ont tous refusé. Ils ont dit non, nous on ne rêve que d'une chose, c'est avoir de la peinture qui nous permette de représenter réellement nos visions. Et donc ils ont rapidement opté pour cette peinture fluorescente. Et j'ai quand même eu, il a fallu que on avait déjà commencé le projet, donc certaines peintures n'ont pas été peintes avec la peinture fluorescente. On a eu de la peinture de très haute qualité par une association belge qui nous a fait un don. Et puis on a eu cette peinture, la Liquitex, qui est une peinture fluorescente qui permet vraiment de passer du monde du jour au monde de la nuit. Et c'est intéressant parce que ce monde de la nuit rejoint un peu le monde du subconscient et toutes ces zones d'ombre qui sont en nous et qui sont
très peu connu par notre civilisation, qui s'intéresse beaucoup à la lumière, mais très peu à l'ombre et à cette nature féminine qui nous habite. Quand j'ai demandé aux sculpteurs, qui étaient tous des hommes, parce que je n'ai pas trouvé de sculpteurs femmes, je leur ai demandé de représenter les esprits de la nature. Ils ont sculpté des femmes, et voilà, d'autres ont sculpté aussi d'autres scènes, mais beaucoup de femmes, en fait. Dans l'exposition, on voit des animaux avec le guérisseur, au-dessus du guérisseur, à côté du guérisseur, des animaux qui accompagnent le travail du guérisseur, et on voit des guérisseurs qui se transforment en animal. Parce qu'il vous explique, ça a été montré dans le petit documentaire qui a été fait sur l'association, il vous explique que l'animal, c'est le protecteur, l'arcane, le protecteur du guérisseur. Donc il s'habille, en fait, il se transforme en animal de façon à pouvoir pénétrer les mondes du rêve. Je suis bien content que les sculptures soient ici. Et j'espère qu'elles vont rester longtemps, l'ODEV. Merci, en tout cas c'est magnifique et vraiment. Merci aux artistes. Merci aux artistes et à vous-même et à votre association. Merci beaucoup. Et à nos ancêtres. Vous faites du bien. Voilà, merci.